En 1997, juste après Contact, Robert Zemeckis fonde sa société de production Image Movers, qui fait alors son entrée dans le cinéma avec Apparence. C'est la première fois que Zemeckis réalise un thriller d'horreur. Son intention de mise en scène est de pouvoir filmer en se débarrassant des contraintes spatiales habituelles d'un tournage, des confinements physiques d'une caméra. Sa principale influence est Alfred Hitchcock. D'ailleurs, le personnage d'Harrison Ford s'appelle Norman. Tiens donc. Zemeckis se demande alors comment Hitchcock aurait tourné ses films s'il avait eu à sa disposition des outils numériques. Le superviseur FX n'est plus Ken Ralston mais Robert Legato, tout juste oscarisé pour Titanic. Alors attention, en termes d'effets visuels complexes et invisibles, ce film c'est vraiment la fête du slip. Vers la fin de l'histoire, la caméra avance près du sol, puis descend en filmant les acteurs en contre-plongée. L'actrice est en fait sur un sol en plexiglas. En revanche, le tapis au début est rajouté en 3D, puisqu'il faut de la place pour la caméra lorsqu'elle descend. Un peu plus loin, quand Norman porte sa femme jusque dans la baignoire, la caméra fait une plongée totale, suit les personnages, puis redescend pour finir en gros plan sur Claire. Comme pour le précédent, le plafond est en plexiglas. La deuxième tringle de douche délimite la fin du plexiglas. La caméra peut ainsi descendre. Tout ce qui se trouve à gauche de la baignoire est purement et simplement en 3D. Il y a donc un gros trou à la place du mur pour laisser passer la caméra lorsqu'elle descend. Les tringles de douche sont également en 3D, et il faut enlever la réflexion de la caméra sur le pommeau. Un pommeau qui est bien sûr accroché au plexiglas. Là, c'est du lourd. Toute la carrosserie de la voiture est en 3D, même pas peur. Ça permet à la caméra de s'introduire par une fenêtre et de se mettre à la place du tableau de bord. Le tableau de bord est tenu par 2 techniciens au début, puis ils l'enlèvent discrètement pour permettre à la caméra de s'insérer à sa place. 3 secondes après, on note le petit effet d'incrustation d'une vidéo dans le miroir, réalisé de la même manière que pour celui de Contact. Juste après, on a un plan aérien d'un camion qui roule sur un pont. La caméra se rapproche pour finir à l'intérieur avec l'actrice. Il filme le camion en plan large pour le début du plan en se rapprochant, puis il filme le camion à l'arrêt devant un fond vert où l'actrice fait semblant de conduire. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour faire le raccord, mais construisent quand même un camion 3D identique pour améliorer la transition. Quelques secondes plus tard, quand le camion dégomme la barrière, la remorque et le bateau sont en 3D. On n'est plus à ça près. Le film est l'occasion pour Imageworks de développer de nouveaux outils pour générer du fluide volumétrique, tel que de la fumée ou du brouillard, avec des temps de rendu de calcul plus rapides. On peut voir le résultat sur le plan d'ouverture où le titre du film apparaît, ainsi que pour certains plans à la fin. Et pour finir, il y a du morphing. Le film suivant est Seul au monde, et sort en salle le 22 décembre 2000, seulement 5 mois après la sortie du précédent. Le film est tourné aux Fidji, dans l'océan Pacifique, sur l'île Monuriki. Le tournage débute en janvier 1999 à Moscou et à Memphis, et après en février sur l'île aux Fidji. Il filme la première partie du tournage, donc les premières galères de Tom Hanks, sur son île. Ils font une pause d'à peu près 1 an pour attendre que l'acteur perde du poids, se laisse pousser la barbe et les cheveux, afin de crédibiliser la seconde partie du film un peu plus sauvage. Cependant, Zemeckis et son équipe ne glandent pas pendant 1 an, ils en profitent justement pour tourner Apparence. Et oui, car arrêter un tournage pendant une longue période est très risqué financièrement et logistiquement, car on n'est pas sûr de récupérer tout le monde dans le même état à la reprise. Il y a énormément de plans dans le film où le travail consiste simplement à enlever les bateaux qui passent à l'horizon, ainsi que les différentes îles qui entourent celle de Monuriki. À part ça, ce plan est tourné sur un rocher dans un parking à Los Angeles. 3 personnes se sont occupées pendant 1 mois d'effacer entièrement le parking. La falaise est créée en 3D puis texturée en projection à partir de photos. L'eau aussi est virtuelle grâce au développement d'un nouveau logiciel permettant de créer des simulations de liquide. Le crash de l'avion au début est principalement du tournage réel. Le but étant d'avoir une immersion totale dans le crash, c'est pour ça qu'il y a très peu de plans à l'extérieur. On rentre maintenant dans la partie virtuelle de la carrière de Robert Zemeckis puisqu'il invente la performance capture. En fait, il n'invente pas la captation des mouvements faciaux, mais plutôt le fait de pouvoir enregistrer en même temps les mouvements du corps et du visage. Entre 2004 et 2009, il réalise 3 films. Le Pôle Express, La légende de Beowulf et Le drôle de Noël de Scrooge, qui sont tous les 3 tournés intégralement en performance capture, avec des capteurs optiques passifs, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent les rayons infrarouges des caméras pour signaler leur position. La motion capture faciale existe déjà, mais a l'inconvénient de devoir être enregistrée à part. L'acteur s'assit sur une chaise et joue avec ses expressions faciales avec des caméras qu'il filme à 1 mètre de son visage. Le corps est alors enregistré séparément. Pour donner vie au film, 3 possibilités sont envisagées.
La première est de tourner le film de manière traditionnelle, mais en peignant par-dessus les images dans le style du livre d'origine. Seulement 12 images clés sur 24 sont peintes. Un système informatique se charge de créer l'interpolation entre les différentes peintures pour reformer les 24 images par seconde. Cette méthode fonctionne et plaît au réalisateur. La seconde est de filmer les acteurs devant un fond bleu et de tout rajouter par ordinateur, et même éventuellement ajouter de la barbe ou des costumes numériques par-dessus l'acteur. Mais la combinaison de tout ça s'avère complexe et très bordélique. L'idée est rejetée. Ce qui nous amène à la troisième méthode qui est de tourner en performance capture. C'est l'occasion pour Tom Hanks de jouer 6 personnages différents. Well, you coming? Where? Why, to the North Pole, of course! This is the Polar Express! Sony Pictures Imageworks s'occupe de l'intégralité du film. Il crée avec la société Vicon le système de performance capture qui enregistre à la fois le corps et le visage. Il l'appelle Image Motion. Le tournage dure 44 jours et les acteurs sont enregistrés sur 3 plateaux différents, que l'on appelle des volumes. Les 2 premiers plateaux sont assez grands et sont utilisés uniquement pour la captation du corps, c'est-à-dire pour les plans d'ensemble où les expressions du visage n'ont pas besoin d'être précises. Le troisième est plus petit et sert pour la performance capture. Sur chaque plateau, les caméras sont disposées en cercle sur 3 niveaux différents, afin de couvrir tous les angles. Le très grand plateau a 120 caméras, le moyen en a 48 et le plus petit en a 72. Sur le troisième plateau, il n'y a que 8 caméras qui se chargent d'enregistrer les données du corps et 56 pour les données faciales. Et seulement 2 personnes peuvent être capturées en même temps. Mais vers la fin du tournage, on peut enregistrer 4 personnes à la fois et le nombre de caméras pour le corps passe de 8 à 16. La combinaison en lycra a 54 capteurs de 9 mm de diamètre. Sur le troisième plateau, le visage a quant à lui 151 capteurs de 2,4 mm chacun. Et les caméras sont placées à une distance entre 5 et 8 mètres de l'acteur. Par contre, il n'y a pas de capteur pour le regard, pour les paupières, pour la langue ou bien pour les doigts. Tout ça doit être animé à la main. Après la performance capture, la seconde innovation sur ce film est la caméra virtuelle, qu'ils appellent Wheels, les roues. Le but est que le réalisateur ou le directeur photo ait entre les mains une sorte de manette, avec des roues en l'occurrence, que l'on pivote. De cette manière, les mouvements que l'on fait avec la manette se répercutent directement sur la caméra dans l'environnement 3D. On peut donc faire sa mise en scène directement dans l'ordinateur à partir de cet objet. Cela évite de devoir animer à la main la caméra 3D, ce qui peut facilement donner un effet irréaliste. Le guidage télécommandé offre tous les mouvements d'une caméra classique. Le processus de réalisation est très proche de celui d'un film d'animation. On commence par la performance capture. À peu près 50 Go de données sont enregistrées par jour. Mais tout ce qui compte à ce stade est l'interprétation des acteurs. Il y a également 12 caméramans qui filment les acteurs en action afin d'avoir des images de référence pour les animateurs au cas où il y a un problème, mais aussi pour permettre au monteur de faire un premier montage. Ensuite, le réalisateur choisit la meilleure performance parmi plusieurs prises, en fonction des images de référence. Les données de la bonne performance sont alors appliquées sur le personnage 3D, qui est lui-même intégré dans l'environnement virtuel. C'est à ce moment-là que le réalisateur réfléchit à comment il va filmer la scène. Du coup, il utilise la caméra virtuelle Wheels pour filmer. Une fois la caméra en place, il ne reste plus qu'à tout finaliser normalement. Imageworks développe un nouveau moteur de rendu, Splate, pour générer plus rapidement les effets de dynamique, particules, fumée, feu, liquide, etc. Au lieu de calculer directement du volume dans le logiciel, ils convertissent les particules qu'ils émettent en cartes ou sont placées dessus la texture d'une fumée par exemple. Les temps de rendu ne sont donc plus entre 16 et 20 heures par image, mais plutôt de 20 secondes. Le Polar Express est le premier film à sortir à la fois dans sa version classique, en 35 mm, et en version IMAX 3D. Imageworks met 6 mois pour convertir le film en relief, et c'est d'ailleurs le premier film d'animation à sortir dans ce format. Le deuxième film est La Légende de Beowulf en 2007. Le volume pour la performance capture est désormais plus grand, et on peut maintenant capter jusqu'à 21 personnes à la fois contre 4 pour le précédent. Les acteurs ont 78 capteurs sur le corps, et 25 capteurs sur chaque main. Le nombre pour le visage diminue et passe de 151 à 121. Pour la première fois, ils peuvent traquer la direction de regard des acteurs en plaçant des électrodes autour des yeux qui mesurent les mouvements des muscles, et envoient une charge électrique vers un appareil électronique de la taille d'un téléphone que porte l'acteur dans son dos. Un logiciel réussit ensuite à convertir les données recueillies en courbes d'animation. L'enregistrement de la performance capture est relié à 27 ordinateurs qui gèrent à peu près 2,5 Tera de données par jour. Il y a 9 caméras de référence qui filment le tournage, toujours pour aider les animateurs et les monteurs. Le gros défi du film est d'essayer d'atteindre le plus haut niveau de photoréalisme pour les personnages. Ils sont conscients qu'atteindre un réalisme total est impossible. Le but est surtout de se donner un challenge artistique pour coller au mieux au jeu des acteurs et essayer de pousser la technologie le plus loin possible.
Aujourd'hui, si jamais tu te poses la question, oui, on peut absolument tout faire par ordinateur. La seule limitation est la puissance de calcul informatique. Mais est-ce que l'on peut tout faire parfaitement? Non. Et le plus grand rebelle a toujours été et sera toujours le visage humain. À moins de vivre en ermite dans une grotte, nous autres terriens avons l'habitude de voir de la peau humaine tous les jours. Closer. On arrive à en déceler toutes les nuances de couleurs, les imperfections et les micro-expressions. Bien sûr, les années passent et les visages 3D deviennent de plus en plus photoréalistes. En général, ce qui trahit l'illusion, ce sont les yeux. Il manque toujours la petite étincelle qui nous fait croire à l'effet. Quand le Pôle Express est sorti en salle, il n'y avait que 50 écrans aux États-Unis capables de projeter le film en relief. Pour Beowulf, il y en a 1000. Sans oublier Monster House, sorti un an avant et produit par Zemeckis, qui avait eu une centaine d'écrans en relief. Et on arrive au troisième film, Le drôle de Noël de Scrooge. C'est maintenant au tour de Jim Carrey de jouer 8 rôles. En 1997, juste après Contact, Zemeckis fonde sa société de production Image Movers, qui produira comme premier film Apparence en 2000. Mais en 2007, Disney et Image Movers créent une société commune pour l'animation et les VFX appelée Image Movers Digital. C'est donc ce studio qui s'occupe de la totalité du film. Désormais pour la performance capture, l'enregistrement des expressions faciales se fait à l'aide d'un casque que porte l'acteur, sur laquelle sont placées 4 petites caméras HD qui pointent et filment son visage. Le visage est divisé en 4 zones et chaque caméra filme les capteurs de sa zone. Le niveau de précision est donc nettement supérieur. Sur les 3 films, avant chaque prise, les acteurs font ce qu'on appelle la T-pose. Ils se mettent en position T pendant quelques secondes, sans bouger, afin de laisser le temps aux caméras de se calibrer sur les capteurs, de les repérer dans l'espace avant de commencer les hostilités. La pose en T est efficace puisque tous les capteurs sont visibles, aucune partie du corps n'en cache un. Pour gérer les intégrations de données de performance capture sur les personnages 3D, il y a 2 équipes, une pour le corps et une pour le facial. Mais il ne faut pas oublier que les animateurs ont à leur disposition des outils afin de prendre le dessus sur la motion capture s'il y a des bugs.